Je m'appelle Stan Lee. Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros sans cesse grandissant et qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction, ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes au pouvoir extraordinaire. C'est irréel. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Je m'appelle Daniel Browning Smith. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un homme aussi agile qu'un singe, capable d'escalader n'importe quoi. J'enquêterai aussi sur un homme qui apparemment ne connaît pas la douleur. Et je ferai la connaissance d'un jukebox humain, qui se souvient de toutes les chansons qu'il a entendues. Mais avant cela, je pars pour Birmingham, en Alabama. Dans les bandes dessinées de super-héros, le pouvoir suprême est d'avoir une force incroyable. Je suis en Alabama pour rencontrer un homme dont le pouvoir extraordinaire lui permet de résister à une pression phénoménale, et ce depuis plus de 40 ans. En fait, Tom Owens est plus qu'un Hercule légendaire. Il est celui qui a peut-être un ventre d'acier. Tom Owens a consacré sa vie à faire de son corps un véritable concentré de puissance. Il a connu le succès en tant que champion de bodybuilding et de force athlétique. À l'âge de 63 ans, il refuse toujours de jeter l'éponge. Je suis là pour découvrir si un homme de son âge mérite le titre de super-humain. Tom peut-il survivre après s'être fait rouler dessus par un poids lourd? Et a-t-il l'estomac le plus résistant de la planète? Nous nous sommes donné rendez-vous à sa salle de musculation. À mon arrivée, il ne me faut pas longtemps pour remarquer ce qui le différencie de tous les autres. C'est la première fois que je vois ce muscle au milieu du ventre. Au dire de Tom, ce sont ces muscles abdominaux uniques qui lui permettent de résister au poids d'un camion. Et il est prêt à nous en montrer la puissance. Je veux que vous me donniez un coup de poing comme ça. Verrouillez bien votre poignet parce que moi, je ne vais rien sentir. D'accord, vous êtes prêts? Ouais. La vache, ça va? Ouais, vous m'avez frappé? C'était comme frapper un mur de briques. Oui, c'est l'effet que c'est censé procurer. Ok. Vas-y. Ça va? Ça va. C'est grâce au muscle grand droit de l'abdomen que je peux me faire rouler dessus. Le mien est plus gros que celui de la plupart des bodybuilders. Et heureusement parce que c'est lui qui me protège. Et ça ne vous a pas fait mal? Pas du tout. 1, 2, 3... La vache, vous allez bien? Bien joué. Ouais, beau direct. Vous êtes allé fort. Tom vient de prouver que ses muscles d'acier font office d'armure. Mais comment un être humain peut-il résister au poids d'un camion? Je vais donc chercher à savoir ce qui lui permet de ne pas mourir écrasé. D'autant qu'il est arrivé à un âge où il pourrait avoir perdu de sa vigueur. J'emmène Tom à l'hôpital universitaire de Birmingham pour rencontrer le docteur Baman, spécialiste de physiologie sportive. Avec lui, nous devrions comprendre comment le corps de Tom peut résister au poids d'un camion. Vous avez encaissé le choc. L'expérience consiste à mesurer la force que Tom est capable de produire grâce à ses abdominaux surpuissants. Ça devrait être intéressant. Vous allez rester immobile dans cette chaise et contracter vos abdominaux. La force générée par contraction expliquera-t-elle pourquoi Tom est capable de résister au poids d'un camion?
Pour le savoir, le docteur Baman doit d'abord mesurer la force générée par un individu ordinaire. C'est donc moi qui commence. À mon signal, vous allez vous contracter vers l'avant un maximum. Donnez tout ce que vous avez pendant 5 secondes. C'est parti. Poussez le plus fort possible. Encore. Allez, allez. Oui, comme ça, c'est bon. Vous avez généré une force de 495 newtons. D'accord. C'est pas mal. Mais 495 newtons de force représentent un bon score. Mais ils sont loin d'être suffisants pour résister à un camion. Voyons ce que le ralentisseur humain a dans le ventre. C'est parti. Poussez. Allez-y, poussez. Encore, encore. Allez-y à fond. C'est bon, relâchez. En fait, on obtient un résultat très bas. Bizarrement, Tom n'a pas produit les résultats superhumains escomptés. Mais le docteur pense qu'il s'agit d'une erreur technique et lui demande donc de recommencer. C'est parti. Allez-y Tom, vous pouvez le faire, poussez, poussez encore, encore plus fort, plus fort. Relâchez. On obtient 470 newtons. C'est moins que Daniel. Comment ça se fait? C'est impossible. Je comprends pas. Ce résultat n'a pas de sens. Et pendant un moment, je me dis que c'est la vieillesse qui est en train de prendre le dessus. Pourtant, même si j'ai obtenu un meilleur score, j'ai vu de mes propres yeux la force prodigieuse de ces abdominaux. Une force avec laquelle je ne pourrai jamais rivaliser. Après 40 ans d'entraînement, Tom s'est forgé une véritable muraille abdominale. Muraille qui ne semble plus être aussi performante qu'il le prétend. Comment expliquer ce résultat ? Mathématiquement, la seule façon de ne pas mourir écrasé sous le véhicule est qu'il doit générer autant ou plus de force que le poids qui appuie sur son ventre au niveau de ses abdominaux. Nous pensions que la force générée venait de la contraction des abdominaux. C'est donc ce que nous avons testé. Mais la théorie du Dr Baman repose sur ce qu'on appelle la pression intra-abdominale. Il doit contrebalancer la force du camion grâce à la pression intra-abdominale. En inhalant de l'air, puis en exerçant une force sans pour autant laisser l'air s'échapper, il est possible de générer un maximum de force dans la cavité abdominale. C'est un peu comme augmenter la pression dans un pneu. Oui. En gros, si je neutralise pas le poids du véhicule en poussant très fort, je meurs. La science nous dit que pour arrêter une force, il faut générer une force égale opposée. Si un camion pèse 4 tonnes et demie, Tom doit générer une force équivalente avec son seul estomac. Mais n'ayant aucun résultat pour étayer la théorie du Dr Baman, j'ignore ce qui va se passer. À la salle de musculation, les préparations vont bon train et la foule commence à se rassembler. Au fil des années, Tom a souffert de blessures qui auraient pu lui être fatales à cause d'erreurs de pilotage. Il a donc conçu une rampe spéciale pour guider la roue sur son abdomen. Mais lors du galop d'essai de son meilleur ami Daryl, au volant d'un 7 tonnes, un gros souci apparaît. Ça va poser un problème. Le marchepied anguleux sous le réservoir a touché la rampe. Il est difficile de savoir s'il touchera ou non Tom. Qu'est-ce qui se passerait s'il vous touchait l'estomac? Ça m'ouvrirait le ventre. Ce mauvais calcul pourrait lui être fatal. Les abdos de Tom seront-ils un rempart efficace, cette fois encore? Puis je continuerai ma quête. Y a-t-il une raison expliquant le super pouvoir qui permet à cet homme de grimper comme un singe? Je m'appelle Daniel Browning Smith et je suis un super-humain. Ma quête m'a conduit à Birmingham, en Alabama, où Tom Owens, Hercule légendaire de 63 ans, se prépare pour devenir un dos d'âne humain. Mais nous avons découvert un problème potentiellement mortel sur le camion qui remet en cause la sécurité de Tom. Qu'est-ce qui se passerait si le marchepied vous touchait? Ça m'ouvrirait le ventre. Donc vous risquez gros. Je peux essayer de ne pas être aussi haut. Revoyons ce que ça donne. Daryl, qu'en pensez-vous? Honnêtement, je me sentirais mieux d'utiliser ma caisse. C'est vrai? Ce gars-là peut résister à tout avec son ventre, mais jamais il n'empêchera de l'acier de lui trouer la peau. Très bien.
te suis. Ça marche, je vais virer ce camion. C'est décevant, mais un véhicule de remplacement devra faire l'affaire. Avec lui au volant, ça doit faire plus de 4 tonnes. Daryl est maintenant en position. Il ne reste plus à Tom qu'à s'installer sur la trajectoire du véhicule. Moi qui croyais que le siège de mes toilettes était étroit. Voici le moment qui va déterminer si Tom Owens est un super-humain. La ligne est dans la bonne position? Oui, c'est bon. C'est parti. Quand vous voulez. Très bien, je suis prêt. C'est incroyable. Vous avez encaissé plus de 4 tonnes comme si de rien n'était. Cette épreuve de force digne d'Hercule vaut à Tom Owens le titre de super-humain. Qu'en est-il du personnage extraordinaire suivant? Daniel est en route pour Londres, où il va rencontrer un homme à la mémoire d'éléphant. Qu'il s'agisse d'une chanson préférée ou d'un jingle entendu à la radio, on a tous eu un morceau dont on n'arrive pas à se défaire. Mais imaginez en avoir plus d'1 million dans la tête. Je suis à Londres pour faire la connaissance d'un individu qui, en plus de se souvenir de tous les morceaux qu'il a entendus, peut les rejouer à la note près. Derek Paravicini est en fait un pianiste atteint du syndrome du savant. Je suis à l'université de Roehampton, où je vais rencontrer Derek et son professeur de musique, Adam Ockelford. Pour les trouver, il me suffit de tendre l'oreille. Derek est né prématurément, 15 semaines avant terme. Il est aussi atteint de cécité et d'autisme sévère, un trouble cérébral qui affecte la compréhension ou la communication de sentiments humains de base. Mais, tel un prodige, Derek s'est mis à jouer du piano à l'âge de 2 ans. Et la musique a commencé à l'ouvrir au monde. Au fil du temps, son talent n'a pas cessé de croître. Alors qu'il ne parvenait pas à apprendre le braille, la musique est devenue sa langue de choix. Il a donné son premier vrai concert de piano à l'âge de 7 ans. C'est une histoire incroyable, mais la vraie merveille, c'est la façon qu'a Derek de jouer du piano. Cela fait-il de lui un super-humain pour autant ? Derek a le syndrome du savant. Il est doté d'un esprit incroyable. Ce trouble rare, souvent associé à l'autisme, n'a été recensé que chez une centaine d'individus à travers l'histoire. Le cerveau d'un individu dit normal est conçu pour traiter des centaines d'informations à la fois. Chez un autiste, beaucoup de ses fonctions de base sont en sommeil, ce qui permet parfois au cerveau de se concentrer sur une seule et même tâche. Dans le cas de Derek, il s'agit de son amour pour la musique. Comment vous avez découvert ce don pour le piano? J'ai posé mes doigts sur un clavier et j'ai joué. Oui, tu as appris tout seul quand tu étais petit. La plupart des gens ont besoin d'une partition pour savoir quelle note jouer. Derek, lui, il fait tout à l'oreille. La virtuosité dont fait preuve Derek le place aux côtés des pianistes de talent. Mais ce n'est pas ce qui le caractérise en tant que savant. En fait, son esprit a développé la capacité extraordinaire lui permettant de mémoriser chaque morceau qu'il entend et de pouvoir le rejouer à volonté. Nous avons préparé un morceau spécialement pour toi.
Un tel pouvoir semble incroyable. Alors, pour le tester, nous avons préparé 2 expériences. Pour commencer, Derek va devoir affronter un des meilleurs musiciens de jazz de Grande-Bretagne. Bonjour. Bonjour Derek. Joe, vous allez nous jouer votre nouveau morceau et Derek, tu vas l'écouter. Oui. Nous avons relié le clavier à un ordinateur pour pouvoir obtenir des données numériques, ce qui permettra à Simon de comparer le rendu de Derek par rapport à la version de Joe. Génial. Nous obtiendrons le degré de concordance. Génial. Personne n'a encore entendu l'arrangement que le pianiste Joe McCormack a composé spécialement pour l'épreuve d'aujourd'hui. Nous avons sciemment choisi du jazz parce que c'est un des genres les plus difficiles à jouer. Mais apparemment, Derek n'aura besoin que d'une écoute pour pouvoir restituer le morceau à la note près. Pendant que Joe joue, le professeur de musique Simon Dixon établit une projection du rythme et de chaque note jouée pour pouvoir vérifier scientifiquement avec quelle authenticité Derek rejouera le morceau. Superbe. Qu'en penses-tu, Derek? Génial. Tu veux essayer? Oui, je veux bien essayer. Merci. À vous de jouer. C'est parti. Asseyez-vous. Merci. Tu es à l'aise? Oui. Vas-y. C'est incroyable. Derek n'a écouté le morceau qu'une seule fois et son rendu semble identique. Mais à quel point est-il similaire à la version originale de Joe? Maintenant que les données ont été collectées, il est temps de comparer les 2 versions. Le graphique montre la version de Derek et celle de Joe. Et on voit clairement qu'elles sont quasiment identiques. C'est dingue, elles se superposent presque point par point. Au vu des résultats, il apparaît clairement que Derek a non seulement joué les mêmes notes, mais qu'il a parfaitement respecté le rythme. Vous vous attendiez à des résultats pareils? Non, pas du tout. C'est un morceau exigeant et il a reproduit à l'identique 90 à 95% des notes et de la mélodie. C'est d'une prodigieuse exactitude. Joe, la version de Derek correspond à la vôtre à 95%. Vous en pensez quoi? L'ordinateur ne fait que confirmer une évidence qu'on a tous entendue. C'était brillant, c'est un gars unique, il n'y a rien à dire. Derek a remporté notre premier défi. Le morceau de jazz qu'il vient d'entendre va rester gravé dans sa mémoire pour toujours, en plus de tous les autres, et il pourra le rejouer à loisir n'importe quand. Maintenant, c'est sa mémoire musicale à long terme que nous allons mettre à l'épreuve. Ils vont vous proposer des morceaux, et si vous les connaissez, vous allez les jouer. Oui, je vais le faire. L'auditoire invité sera composé de musicologues et de musiciens dont le grand savoir en matière de musique complexe et obscure va m'aider à mettre sur pied un défi de taille. J'assisterai ensuite à la démonstration effarante d'un homme insensible à la douleur. Je m'appelle Daniel Browning Smith et la star de la BD, Stan Lee, m'a envoyé à Londres pour examiner l'étonnante faculté d'un homme. Si vous connaissez les morceaux, vous allez les jouer. Oui. J'ai invité plusieurs musicologues et musiciens dans un club de jazz pour m'aider à découvrir si Derek Paravicini est un super humain. Voici votre siège. Je leur ai demandé de sélectionner plusieurs morceaux difficiles parmi tous ceux qu'ils connaissaient. Avec les millions de chansons qui existent, si Derek parvient à se rappeler et à jouer toutes les requêtes pointues de l'auditoire, cela tiendra du miracle. Connaissez-vous Yes, We Have No Bananas? Oui, je connais Yes, We Have No Bananas. Connaissez-vous Scott Joplin? Oui. Pouvez-vous nous jouer Yes, We Have No Bananas façon Scott Joplin?
Oui, je peux jouer Yes We Have No Bananas façon Scott Joplin. Quelle clé? En Do. Non, non, pas en Do, en si bémol. Si bémol. En Si bémol, ouais. Vas-y. Pouvez-vous jouer Tiger Rag par Art Tatum? C'est époustouflant. Sur les milliards de combinaisons de notes possibles, et sans hésitation aucune, Derek s'est souvenu de 2 chansons rares et compliquées. Et à en juger la réaction des experts, il les a jouées à la perfection. C'est hallucinant de voir et d'entendre Derek à l'œuvre. Mais nous restons déterminés. Nous finirons bien par trouver une chanson dont il ne se souvient pas ou un morceau trop difficile à jouer de mémoire. Connaissez-vous John Brown's Body? Et A Night in Tunisia? Malgré tous nos efforts, Derek se souvient de toutes les chansons demandées et en plus de pouvoir les interpréter avec brio, il parvient même à les adapter grâce à son talent hors du commun. Je lui ai demandé de jouer John Brown's Body. Beaucoup ont froncé les sourcils dans le public. Personne ne connaissait, mais lui, si. Et il l'a brillamment interprété en ajoutant toutes sortes de variations. C'était superbe à écouter. On aurait dit un ordinateur humain. C'était vraiment ahurissant. Une dernière? La valse minute. La valse minute, c'est parti. Le cerveau de Derek a concentré tout son pouvoir sur une seule et même zone, ce qui lui permet de mémoriser et de jouer des morceaux à un niveau qui dépasse l'entendement. C'est peut-être grâce à des gens comme lui que la science parviendra un jour à trouver et révéler des talents cachés en chacun de nous. Grâce aux talents impressionnants de Derek, on commence tout juste à entrevoir les véritables capacités de l'esprit humain. Mais que dire de cet autre personnage singulier? Daniel est parti en Inde pour rencontrer un homme capable de tout escalader à une vitesse éclair. Mais contrairement à mon super-héros préféré, Spider-Man, cet homme trouve son inspiration chez les singes. L'histoire et toutes les cultures du monde sont traversées par des êtres au pouvoir mystérieux qui défient la logique et l'entendement. Avant l'institutionnalisation de la science, ces super-humains de la première heure allaient à l'encontre du bon sens et leur pouvoir était souvent perçu comme divin. Je suis à Chitradurga, en Inde, sur la piste d'un homme que les habitants considèrent comme l'incarnation de l'habileté et de l'esprit du dieu hindou Hanuman. En fait, Jyotiraj semble maîtriser la technique et la vitesse d'escalade d'un singe au point d'être surnommé le roi des singes. Jyotiraj, 23 ans, prétend avoir découvert son extraordinaire habileté après avoir perdu son travail. Sans le sou, il envisage de se jeter du haut des murailles d'un ancien fort. Mais alors qu'il considère mettre fin à ses jours, les singes dans les arbres autour de lui l'inspirent. Et au lieu de sauter, il se met à grimper. Après avoir minutieusement observé la technique des singes, Jyoti s'est en fait aperçu qu'il était capable d'escalader les murs et les arbres avec la même adresse et tout aussi rapidement. La rumeur s'est répandue. Et rapidement, les médias du monde entier ont fondu sur ce petit village indien pour admirer cette agilité simiesque et cette force défiant la gravité.
Je suis ici pour découvrir si GOT est bel et bien un super-humain. Il m'a donné rendez-vous dans la forêt pour me présenter les singes qui lui auraient tout appris. Ce sont des macaques à bonnet, qui font partie des singes les plus agiles du monde. Leur corps léger, leur force incroyable et leur prise surpuissante font d'eux des grimpeurs d'exception. Il est bien difficile de croire qu'un homme puisse apprendre leur technique quand on sait que le rapport puissance-poids d'un homme moyen ne lui permet pas d'avoir cette capacité. Je finis par trouver GOT. Et ce qui saute aux yeux, c'est le lien très fort qui existe entre lui et ses macaques sauvages. Reste à savoir comment son immersion dans leur monde lui a permis de développer un pouvoir apparemment superhumain. Les singes ont énormément de force dans leurs doigts. Et c'est ce véritable concentré de puissance que je développe. En fait, j'ai tellement renforcé mes doigts que si un ennemi s'approche de moi, je peux le faire taire rien qu'avec le bout de mes doigts. Je peux voir vos mains? Wow. La vache, elles sont dures comme la pierre. Ah, c'est dingue. La puissance ne se trouve ni dans la paume, ni dans la main elle-même, ni dans le poignet. Ce qui est primordial, c'est de concentrer l'intégralité de ma force et du poids de mon corps au bout de mes doigts. Waouh, vous vous tenez juste sur vos doigts? En observant les singes, GOT s'est aperçu que leur puissance résidait au bout de leurs doigts. Il prétend avoir développé la même force. Vous tenez sur vos doigts, c'est dingue. Grâce à ce pouvoir, le fort sur lequel il a failli trouver la mort est devenu son terrain de jeu. Cette agilité à toute épreuve semble démontrer la force de ses doigts, à l'instar des macaques abonnés. Malgré tout, cela fait 10 ans qu'il escalade ces murs. La moindre pierre, le moindre recoin, plus rien dans ce fort n'a de secret pour lui. Voilà pourquoi je ne suis pas encore convaincu que ses pouvoirs soient superhumains. Pour découvrir si son corps a quelque chose de biologiquement différent, j'ai fait appel à 2 des meilleurs physiologistes du sport d'Inde. Nous allons voir comment GOT va s'en sortir face à un tout nouvel obstacle. Une paroi rocheuse complètement lisse de 30 mètres de haut. Nous allons l'équiper d'un capteur qui va enregistrer la force qu'il va déployer pour pouvoir grimper. Grâce à l'analyseur de démarche, les chercheurs vont être en mesure de calculer la dépense énergétique de ses muscles et déterminer ses mouvements lors de cette ascension inhabituelle. Je suis prêt. Allons-y. La surface de cette paroi est extrêmement fragile et ne comporte quasiment aucune prise. Jusqu'à présent, seuls des macaques légers et agiles ont pu l'escalader. Aussi fou que cela puisse paraître, GOT a accepté de s'y frotter lui aussi, sans harnais de sécurité. Cela montre à quel point il a confiance en sa technique. Malgré tout, je m'inquiète. Le moindre faux pas pourrait lui être fatal. J'arrive pas à croire qu'il le fasse. Alors qu'il commence son ascension, je me demande si je n'ai pas poussé un peu trop loin l'expérience. Les singes sont conçus pour grimper, c'est dans leur nature. Leur vigueur et leur dextérité hors du commun sont le résultat de millions d'années d'évolution. L'équilibre entre leur taille, leur poids et leur force est parfait. En comparaison, les hommes sont descendus des arbres il y a 5 millions d'années et se sont développés pour survivre au sol. Alors même si techniquement GOT est 2 fois plus robuste, son corps reste 6 fois plus lourd que celui d'un macaque. Comment peut-il grimper comme un singe, avec un rapport puissance-poids très inférieur ? Vous avez réussi! C'était hallucinant! Aussi surprenant que cela puisse paraître,
Jyoti a conquis la paroi de 30 mètres grâce aux techniques peu conventionnelles qu'il a apprises des singes. Vous avez vu comment il a grippé la paroi? Et sans avoir peur. Il vient de prouver que la force de ses doigts et son style d'ascension unique sont aussi efficaces que ceux d'un singe. Mais les scientifiques ont remarqué autre chose. Les données de l'analyseur de démarche suggèrent une agilité totalement hors du commun. Ce graphique à droite représente les valeurs de Jyoti. Il fait état de 319 mouvements différents. Il utilise une très grande variété de mouvements. La variété simiesque de ses mouvements explique son agilité et sa vitesse. Mais ce n'est pas tout. En gros, les résultats indiquent qu'il utilise moins d'énergie pour produire beaucoup de force. Il est donc très efficace. Tout à fait. Comme un singe. Oui. Le test révèle donc une énorme différence physiologique dans le rapport puissance-poids de Jyoti. Ses muscles produisent une force incroyable par rapport à sa taille et à son poids. La puissance phénoménale de ses mains, qu'il s'agisse ou non d'une mutation génétique, est bel et bien superhumaine. Donc quand on regarde la variété des mouvements et la puissance totale qu'il génère, on comprend comment il peut sauter de branche en branche et escalader une paroi à la vitesse de l'éclair. C'est un vrai singe. Oui. Waouh! Pour escalader ce qui semblait impossible, Jyoti Raj se sert de ses talents de gymnaste et de son esprit téméraire. Mais qu'en est-il de l'individu suivant? Daniel a pris le chemin de New York pour rencontrer un homme qui prétend ne pas ressentir la douleur. En fait, il se torture et se triture le corps pour vous le prouver. Dans les bandes dessinées, les super-héros sont souvent immunisés contre la douleur. Certains de leurs pouvoirs les protègent de toute blessure. Ils peuvent survivre à des coups de feu, ils se relèvent après avoir été jetés du haut d'un immeuble, ils encaissent les coups les uns après les autres. Je suis sur le point de rencontrer un homme qui peut apparemment s'infliger d'horribles tortures physiques sans pour autant souffrir ou saigner. En fait, Tim Creedland aurait réussi à vaincre la douleur au point de ne jamais la ressentir. Je vais rencontrer Tim dans les rues froides de Manhattan. Il prétend pouvoir bloquer la douleur qui terrasserait n'importe qui. Cela paraît génial, mais surtout difficile à croire. Vous devez être Daniel Browning-Smith? Et vous, Tim Creedland? Enchanté. De même. Vous êtes apparemment insensible à la douleur, racontez-moi. C'est ma marque de fabrique. Je vais vous en faire la démonstration. Je suis fait comme n'importe qui. J'ai le même système nerveux, mais je sais contrôler le processus de la douleur. Donc, dans une situation donnée, je peux au besoin diminuer la sensation de douleur jusqu'à l'éradiquer presque complètement. La douleur est le système d'alarme de l'organisme. Elle nous permet de réagir face à un danger potentiel ou réel. Ça fait peur. Des millions d'années d'évolution nous ont programmés à réagir à la douleur. Il est presque impossible pour un être humain de l'ignorer. Je veux donc vérifier si les dires de Tim sont réels ou s'ils ne sont qu'une illusion. Je vais la rentrer profondément dans le muscle. Tellement profond qu'elle va racler l'os avant de ressortir de l'autre côté. Vous vous transpercez le bras? Voilà, elle est bien profonde. Vous allez bientôt la voir ressortir. Vous allez voir la peau qui se soulève depuis l'intérieur. Je la vois. La vache, c'est incroyable! Ce n'est ni une illusion, ni un tour de passe-passe. J'ai devant moi un homme qui s'enfonce une broche de 25 cm dans le bras. La broche a transpercé bien profondément le muscle de l'avant-bras. C'est une effroyable démonstration. Mais c'est bien la seule manière qu'a Tim de prouver qu'il est insensible à la douleur, aussi atroce soit-elle. C'est tellement profond que j'ai du mal à l'enlever. C'est dingue. Ça me semble irréel.
J'aurais pensé vous voir saigner et tourner de l'œil. Même si cela a été très difficile à regarder, je devais le faire parce que je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. En plus de ne pas ressentir la douleur, Tim n'a bizarrement pas saigné. C'est pas du cinoche. J'aurais jamais pu feindre un truc pareil. Cela va à l'encontre de la biologie humaine. Je veux savoir comment c'est possible. Mais d'abord, je souhaite voir la réaction des passants face à un tel phénomène. Voici l'arme du crime. C'est une broche chirurgicale en acier. Je vais me l'enfoncer à un endroit bien particulier. Quand il était petit, Tim était fasciné par les histoires de fakirs et sadhus indiens capables d'endurer une douleur extrême. Je la passe sous la langue. En étudiant leur technique, il s'est aperçu qu'il pouvait lui aussi défier la biologie humaine. Il a alors commencé à repousser ses limites. Vous la voyez sous tous les angles, c'est pas du cinoche. Mais cela n'explique pas de manière scientifique comment il peut tolérer une si grande douleur physique. J'ai donc décidé de l'emmener voir un des experts new-yorkais de la douleur pour comprendre cette capacité hallucinante. Je m'appelle Daniel Browning Smith et mes pérégrinations m'ont conduit à New York à la rencontre de Tim Creedland, qui semble insensible à la douleur. Nous avons rendez-vous avec le docteur Josh Hans, expert de la douleur, pour vérifier si son pouvoir est bien superhumain. Quels sont les tests que vous allez mener? En gros, l'algésimètre permet de mesurer la sensibilité. C'est une pression qu'on mesure en kiloforce. Chaque centimètre carré de l'épiderme comprend plus de 400 récepteurs de la douleur, mais certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Grâce à la pointe de l'algésimètre, le docteur va tenter de délimiter le seuil de douleur de Tim. Il va appliquer une pression croissante sur une zone de la colonne vertébrale connue pour son extrême sensibilité. Si la douleur est trop forte, Tim peut tout arrêter à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton. Vous êtes prêt, Tim? Je suis prêt. En moyenne, un homme peut supporter une pression de 5,5 à 7,6 kF par centimètre carré exercée par l'algésimètre à cet endroit. Par conséquent, si Tim supporte entre 14 et 20 kF de pression, ce sera incroyable. D'accord, pardon. Le point le plus sensible se trouve ici. On est en plein sur le processus épineux. C'est une excroissance osseuse de la colonne vertébrale et c'est là qu'on va appuyer. C'est censé être le point le plus sensible. On va bien voir. « 7 kg force. 10,5. Waouh, 14. 17,5. 20. Waouh, c'est incroyable. 35 kilos. C'est hors norme. Tu m'étonnes. 40 kilos. Il va falloir m'aider à appuyer plus fort. 50 kilos. C'est incroyable. Ça indique combien? 55 kilos. Incroyable. Je peux pas pousser plus fort, c'est inouï. Son corps réagit bien à la pression puisque la peau est rouge, mais d'un point de vue neurologique, ses récepteurs doivent être habitués à une telle sensibilité. Je crois que je vais sauvegarder ces résultats parce que c'est vraiment bluffant. C'est incroyable. Même avec une pointe dure lui appuyant sur le point le plus sensible de la colonne vertébrale, Tim a la capacité de supporter le poids de 4 hommes adultes. Et il prétend qu'il est capable d'une telle prouesse simplement grâce à la force de son mental. J'utilise l'auto-hypnose et d'autres techniques de redirection de l'attention pour ne pas rester focalisé sur la douleur. Et au contraire, la contrôler. Ça explique que j'ai une réaction physique différente. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Pour vérifier ses dires, le docteur Hans va tester son système nerveux autonome pour voir s'il est véritablement capable de neutraliser les réactions biologiques de son corps à la douleur. Tim, retirez votre main. On va regarder les résultats. Voyons ça.
Le système nerveux autonome est un mécanisme de réponse inconscient qui contrôle nos actes réflexes selon notre état d'esprit. Quand nous sommes détendus ou endormis, il favorise la guérison et le rétablissement. Mais face à un danger, il déclenche notre réponse combat-fuite. Cette modélisation montre deux choses très simples. En bas, on a la réponse naturelle combat-fuite, ou celle de guérison et d'accroissement. La normale se situe entre 80 et 100. Pour le moment, le carré blanc indique que Tim est dans un état calme. Mais le docteur veut mesurer comment son système nerveux autonome réagit à la douleur. J'ai hâte de voir les résultats. Si on devait m'embrocher le bras, vous verriez mon carré blanc sortir du graphique. Mais je m'attends à ce que le vôtre parte sur la gauche vers la réponse combat-fuite. S'il part dans l'autre sens, c'est que vous venez d'une autre planète. En théorie, le système nerveux autonome ne peut pas être neutralisé. Mais est-ce là l'explication de l'absence de douleur et de saignement? S'il est capable de contrôler ses réflexes à mesure qu'il s'enfonce une broche dans le bras, cela voudra dire qu'il a vraiment un pouvoir mental sur la matière. Qu'est-ce qu'un individu normal ressentirait? Le rythme cardiaque accélérerait, la pression sanguine augmenterait, la transpiration serait abondante. Un individu ordinaire qui se retrouverait avec une broche dans le bras réagirait à la douleur et se mettrait à paniquer. Son système nerveux autonome déclencherait une réponse combat-fuite dans un souci de protection. Voyons comment le corps de Tim a réagi. C'est incroyable. Les deux modélisations sont pratiquement identiques. On dirait que ça n'a pas bougé. Non, il semble que ça n'a pas bougé. Tim a réussi à neutraliser la douleur et son corps n'a pas réagi malgré la broche qui lui transperçait le bras. Il est donc véritablement capable de passer outre son système instinctif qui contrôle la réaction du corps face à la douleur. Cela fait de lui un super-humain. Imaginez tous les enseignements que nous pourrions tirer de cette fabuleuse technique. Pourrons-nous un jour nous débarrasser des douleurs chroniques sans médicaments ou intervention chirurgicale? Si je plantais une broche dans le bras de n'importe qui, cette personne ressentirait la douleur. Ça ne fait aucun doute. La douleur est nécessaire. C'est un cadeau de la nature qui nous prévient qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre corps. La façon que vous avez de pouvoir contrôler votre système neurologique est fascinante. Et la communauté scientifique a énormément à apprendre de vous. C'est vraiment extraordinaire. Tim Creedland fait usage de sa connaissance approfondie de l'anatomie pour supporter l'insupportable. Mais il ne fait aucun doute que sa capacité à neutraliser la douleur fait de lui un super-humain. Nous venons de voir que les super-humains sont tout autour de nous. Y en a-t-il d'autres et combien sont-ils? Personne ne le sait, mais une chose est sûre. Nous les trouverons.